Bonjour. Bonjour. Bienvenue au parcours sur l'éducation des adolescents, conçu pour les parents dont les enfants ont entre 11 et 18 ans. Cécilia et moi développons et animons ce parcours depuis plus de 10 ans. Il est basé sur notre propre expérience, mais aussi sur les nombreux conseils et idées recueillis auprès de spécialistes de l'éducation et de centaines d'autres parents. Pendant le parcours, vous entendrez plusieurs de ces spécialistes qui sont psychologues ou conseillers, mais aussi des enseignants et de nombreux parents et adolescents. Nous sommes très heureux que vous ayez décidé de suivre ce cours, que vous éleviez vos enfants seuls, en couple ou au sein d'une famille recomposée. Nous avons 4 enfants, une fille, Kirsty, notre aînée, et 3 garçons, Benj, Barney et Josh. Pendant 12 ans, nous avons toujours eu au moins un ado à la maison, et plusieurs la majeure partie du temps. Quelle que soit votre situation et le nombre d'enfants que vous avez, quel que soit leur âge, leur phase et les problèmes que vous affrontez, nous espérons que vous apprécierez ce parcours et que vous le trouverez utile. Notre but est notamment de vous aider à bien profiter de cette période de l'adolescence. Tout parent est confronté à des défis. Si l'éducation de jeunes enfants est souvent la phase la plus exigeante physiquement, l'adolescence est généralement la plus exigeante sur le plan émotionnel. Avec les ados, le dilemme le plus fréquent est de savoir si nous pouvons donner ou non notre accord. Et parfois, nous nous trompons. Ce fut mon cas le jour où Barney a fêté ses 17 ans. Il venait d'obtenir son permis de conduire provisoire et il m'a demandé s'il pouvait conduire jusqu'à la gare, à 2 rues de la maison, pour se rendre à l'école. Comme je voulais lui faire plaisir pour son anniversaire, j'ai accepté sans réfléchir. Josh est monté à l'arrière et on était tous les 3 surexcités. Mais je n'avais pas réalisé que Barney ne savait pas du tout conduire. Il a commencé par reculer violemment en frôlant 2 voitures et un piéton. Et puis on a parcouru quelques centaines de mètres en bondissant comme un kangourou. Et quand j'ai suggéré à Barney de changer de vitesse, il a cessé de regarder la route pour étudier le levier de vitesse. Horrifié, j'ai pris le volant et le frein à main parce qu'on allait tout droit sur une rangée de voitures plutôt luxueuses. La voiture a fait un dernier bond puis s'est arrêtée net. Et c'est là que, blanc comme un linge, Josh a bondi sur le trottoir en grommelant « C'était pas ta meilleure idée, papa ». Et il a terminé le trajet à pied. Les défis du quotidien nous sont familiers. Les cheveux, les chambres, les sautes d'humeur, les phases où la communication est plus difficile. Pourquoi sont-ils rentrés si tard la veille? Pourquoi se soucient-ils si peu de leurs études ou beaucoup trop pour l'un d'eux? Et voilà que soudain, ils ont 18 ans et ils quittent la maison. Nous avons demandé à des parents quels étaient les meilleurs et les pires aspects de l'adolescence. Avoir des ados, c'est surtout chouette parce que partout où ils sont, il y a de l'énergie. Il y a toujours du chaos, de l'ambiance et du bruit. J'aime vraiment beaucoup leur présence. Soudain, les voilà qui ont leur propre avis. Plus question alors de leur dire de penser ce que vous voulez qu'elles pensent. Elles remettent votre avis en question et elles veulent faire ce qu'elles ont décidé. Et ils veulent toujours avoir raison. Parfois, c'est plus fort que moi. Je me dis, oh non, c'est reparti pour un tour. Je trouve ça assez pénible parfois. Je les trouve marrants et futés. Je pense qu'ils ont plus d'humour que moi, au même âge. J'aime le fait qu'avec ma fille Lorraine, on reste jeune et qu'elle veille à ce que nous sachions quelle musique écouter et quels vêtements porter pour être dans le coup. C'est super important, j'adore ça. Qu'elle soit insolente et qu'elle réponde, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve. On peut avoir des discussions intelligentes et sur un tas de sujets. Ils ont toujours un avis à partager. Quand ils grandissent, c'est sûr qu'on a parfois envie de les étrangler, mais l'amour reste présent. On s'efforce de les conseiller, mais ils ne suivent plus forcément vos conseils. Ils apprennent aussi par eux-mêmes et vous devez vous mettre un peu en retrait, en quelque sorte. Mais c'est sympa. Je n'aime pas trop. Je n'aime pas m'inquiéter quand je ne sais pas où ils sont. Et aussi les disputes, je suppose, oui. Les sorties, l'alcool, conduire. J'apprécie les conversations plus profondes que je peux avoir, en particulier avec notre fille de 16 ans, qui s'est forgé ses propres opinions maintenant et qui ne suppose plus que papa et maman ont forcément réponse à tout. Elle en sait beaucoup désormais et c'est agréable d'avoir son avis. C'est une phase où il faut lâcher du lest, leur laisser une certaine autonomie, lâcher prise surtout. Et c'est dur. Ce sont des individus avec leurs propres idées qu'ils veulent partager. Pas comme lorsqu'ils étaient plus jeunes.
On se rapproche plus de l'amitié. Ouvrir le frigo et le trouver vide. Vous planifiez quelque chose pour le repas et vous vous dites « Super, j'ai ce qu'il faut à la maison ». Mais tout a disparu. Leur chambre, leur chambre. Jamais rangée. Un vrai bazar. Mais pour elle, c'est OK. Elle ne voit pas la moindre saleté nulle part. Elle trouve ça super. Elles veulent se lever quand ça leur chante. C'est tellement frustrant. C'est vrai. En fait, pour moi, c'est une bataille sans fin. Oui, pour lui. Moi, je lui dis, oublie les chambres, Eric. Ferme la porte et passe ton chemin. Quelles que soient vos difficultés, nous espérons qu'à travers ce parcours et vos échanges avec d'autres parents, vous serez soulagés de constater que vous n'êtes pas seul. Nous aborderons des sujets très concrets. Comment fixer des limites adéquates? Comment les lâcher progressivement? Quel degré de liberté et de responsabilité donner à nos ados? Comment réagir à leur saute d'humeur? Et comment aborder les questions plus délicates comme la drogue, la sexualité, l'argent et Internet? Nous verrons comment parler à nos ados quand ils n'ont pas l'air de vouloir communiquer. Et comment continuer à construire notre relation avec eux. La route de l'éducation est un résumé visuel du parcours parent d'ado. Lors de cette première session, nous verrons comment nous souvenir de notre objectif à long terme face aux pressions et aux défis du quotidien. La session 2 explique comment s'assurer que nos ados se sentent aimés de façon inconditionnelle. La session 3 montre comment leur apprendre à assumer plus de responsabilités alors qu'on assouplit les limites. Lors de la session 4, nous verrons comment aider nos ados à gérer leurs émotions sainement, notamment la colère, et pourquoi c'est un facteur vital pour forger des relations solides. Enfin, la session 5 portera sur la façon de les aider à faire de bons choix, en particulier sur tous les sujets essentiels auxquels ils sont confrontés, en transmettant des informations et des valeurs pour les équiper pour la vie. Nous verrons que le pourtour de la roue consiste à incarner des valeurs. Ce thème est le fil rouge du parcours. Les enfants ressemblent à des éponges. Ils absorbent ce que nous faisons et sont donc susceptibles de le reproduire. Enfin, nous avons placé l'amour au centre de la roue. L'amour est l'axe qui assure son bon fonctionnement, parce qu'une bonne éducation consiste à aimer nos ados de la bonne manière. Le parcours repose sur des principes chrétiens pour mettre l'amour en pratique, mais ces principes s'appliquent à tout parent. Et il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour tirer profit de ce cours. Pour commencer, concentrons-nous sur 3 règles qui nous seront utiles pour vivre ou nous préparer à cette nouvelle phase de la parentalité. La première règle est la nécessité de faire des ajustements. L'adolescence est une période de transition pour tous. Les enfants changent et nous devons changer. Nous sommes entrés dans un temps d'apprentissage intense. Certains parents assistent à un changement radical entre des enfants généralement ouverts et communicatifs et des ados qui leur disent soudain « Tu ne comprendrais pas même si je t'expliquais » ou « Tu me traites comme un gamin » ou « Tu es trop strict, tous les autres parents disent oui ». Je me souviens de ce changement, entre un bonjour, joyeux quand il rentrait de l'école, et cette succession de bruits, la porte s'ouvre, elle se referme, parfois brutalement, le sac jeté au pied de l'escalier, un grognement, puis les pas dans l'escalier, bang, 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 jusque dans leur chambre. Et enfin, la porte de la chambre qui se referme, le tout en 30 secondes chrono. En tant que maman, j'alternais entre la peine et l'incompréhension. Parfois aussi la colère, à cause de ce que je prenais pour un rejet. Lorsqu'ils sont devenus ados, j'ai dû modifier mon approche. Et le plus important a été de changer ma façon de communiquer. J'ai dû apprendre à ne pas dramatiser, à ne pas prendre leur attitude personnellement, et je déteste devoir l'admettre. Mais oui, il m'arrivait de les traiter comme des gamins, parce que c'était plus facile. Mon inquiétude me poussait automatiquement à vouloir les contrôler. Mais j'ai découvert que les ados ont besoin d'être libres de réfléchir par eux-mêmes, d'être écoutés, de discuter au lieu d'être dirigés. J'avais beaucoup à apprendre et je devais l'apprendre vite. Nous avons demandé à des adolescents ce qu'ils pensaient de leurs parents. Le mieux, c'est que ce genre de règles n'existe pas à la maison. Ils ne disent pas « tu dois faire ceci ou cela ». On se met d'accord avant et donc, dans tout ce qu'on fait, on a l'impression d'avoir pu participer à ce qui se passe à la maison. Ils nous demandent toujours notre avis. Ce n'est pas eux qui imposent leurs règles, mais c'est plutôt tout le monde. Eh bien, je pense que ce que mes parents pourraient améliorer, c'est éviter de sauter directement aux conclusions. Par exemple, quand ma mère ne trouve plus sa brosse à cheveux et qu'elle dit « Sarah, où as-tu mis ma brosse ?»,
Alors que la plupart du temps, c'est Ryan qui l'a. Je trouve qu'elle devrait au moins se poser la question. Ils m'aidaient quand j'avais besoin d'argent ou juste de conseils. Voilà ce que tu devrais faire, voilà comment tu pourrais t'améliorer. Ils se sont toujours montrés très encourageants, mais ils me laissaient sortir et m'amuser avec mes amis, être une ado, encore un peu enfant tout en étant responsable. C'est ce qu'ils m'ont appris et ça m'a plu. Ce que je préfère chez mes parents, c'est qu'ils ne se mêlent pas trop de nos disputes, qu'ils nous laissent les gérer tout seuls. Et si on fait une bêtise, par exemple, eh bien, ils ne nous punissent pas directement. Ils attendent un peu et plus tard, ils disent un truc comme « Bon, puisque tu as fait ça, voilà ce que j'ai décidé. » Ce n'est pas facile d'élever des ados. Il faut parfois dire non. Et ils n'ont pas leur pareil pour nous donner l'impression que nous sommes cruels, excessifs, et même que nous allons les traumatiser à vie. Alors que tous les autres parents, eux, sont gentils, généreux et compréhensifs. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de mal à trouver l'équilibre entre leur accorder assez de liberté et fixer des limites fermes. Et il est certain que j'ai commis des erreurs. Pendant les premières années de cet apprentissage, le livre de Ross Campbell, L'adolescent, le défi de l'amour inconditionnel, nous a beaucoup aidés. Je me souviens qu'un jour, Benj a vu ce livre sur la table et il m'a dit spontanément « Tu devrais faire l'effort de le lire, papa. » Comprendre que l'adolescence est une période de grande transition nous aide à apporter les ajustements nécessaires en tant que parents. L'adolescence est le passage de l'enfance à l'âge adulte. C'était vraiment difficile. En fait, je n'avais aucune confiance en moi quand j'étais ado. Vers 15 ans, c'était très dur d'être avec mes amis à l'école et, vous voyez, de me sentir obligée de faire tel ou tel truc. Entre 12 et 14-15 ans, j'essayais de trouver ma place. Et c'était assez difficile à l'école, en fait. Quand j'avais 16-17 ans, j'ai traversé une phase où je suppose que je n'écoutais plus vraiment autant qu'avant. Je ne sais pas, mais je crois que je voulais trouver ma propre voie. C'est difficile parce qu'une fois que tu es devenu ado, c'est comme si tout le monde attendait de toi que tu sois aussi comme un adulte. Alors que c'est franchement éloigné de ce que tu étais avant. C'est plutôt dur de s'habituer à ça. Comme les chenilles, les ados traversent une phase de transformation. La différence, c'est que la transition d'un ado se déroule à la vue de tous. Ils n'ont pas de cocon pour se cacher. La poussée hormonale est l'une des causes principales de tous ces changements. Nous aimons penser que les humains sont des êtres rationnels, dont le comportement est dicté par des pensées rationnelles et des règles. Autrement dit, ce sont les facteurs sociaux qui devraient déterminer la conduite de nos enfants. En réalité, il y a tout un processus derrière tout ça. Il fait appel aux hormones et permet le développement du cerveau. Il se produit à des âges différents selon les enfants et ne se déroule pas de la même façon pour les filles que pour les garçons. Toutes ces substances chimiques sont comme de la dynamite et elles agissent sur le comportement de nos enfants. De leur instabilité émotionnelle à leur pulsion sexuelle que beaucoup d'entre nous préféreraient ignorer, mais qui sont une réalité. Les hormones sont un facteur essentiel dans le développement et dans le comportement des ados. Du jour au lendemain, un enfant doux et joyeux peut se transformer en ado rebelle qui vous contredit parfois de manière irrespectueuse. C'est normal. Si vous êtes dans ce cas, vous n'êtes pas seul. Ils passent tous par ce stade. Pour beaucoup de parents, il est déjà très utile de le savoir. Ça nous permet d'évoluer avec eux, de les aider à traverser ce cap, au lieu de nous crisper ou de jeter l'éponge. En général, la puberté commence vers l'âge de 11 ou 12 ans pour une fille. Mais elle peut débuter plus tôt. Chez le garçon, l'âge moyen est de 12 à 14 ans, mais certains sont plus précoces. L'autre domaine dans lequel le cerveau poursuit son développement est lié à la lecture des émotions et à la compréhension de l'impact émotionnel des paroles prononcées. Quand les parents sont blessés, et ils le sont parce que tout porte à croire que leurs enfants ne se soucient pas de la peine qu'ils causent, ils doivent savoir que ce n'est pas parce que les enfants s'en moquent, c'est parce que leur cerveau ne traite pas le fait qu'ils provoquent cette peine chez les autres.
Aujourd'hui, les enfants grandissent tellement vite et la puberté survient beaucoup plus tôt. Une fille sur 6 commence la puberté à l'âge de 8 ans, en comparaison d'1 sur 100 il y a 25 ans. La puberté des garçons commence désormais dès 10 ans. En parlant de puberté, je pense aux changements fondamentaux qui précèdent les règles, avant l'arrivée massive de la puberté. Viennent alors les transformations psychiques, physiques, sexuelles et émotionnelles. Et c'est plutôt vaste. Tout le corps se réorganise. Beaucoup d'ados se sentent submergés, et beaucoup de parents aussi d'ailleurs. Je compare ce stade à des montagnes russes, et la plupart des ados se retrouvent dans cette analogie. Ils sont au sommet, puis la minute suivante, ils sont au plus bas. Difficile de comprendre ce qui arrive à votre corps et votre esprit. C'est très perturbant pour toutes les personnes impliquées. Mais leur cerveau se développe jusqu'à atteindre un stade auquel ils apprécient soudain tout ce qu'ils ne semblaient pas aimer au début de leur adolescence. À ce stade, leur comportement peut ressembler à de la rébellion parce qu'ils testent, font pression pour leur indépendance, expriment leur avis ou se montrent très égocentriques et se plaisent à faire le contraire de tout ce qu'on attend d'eux. On pensait que le cerveau achevait son développement à la fin de l'enfance. On a toujours su que le cerveau connaissait une poussée d'activité au stade de la petite enfance, mais on a découvert qu'une poussée similaire de croissance cérébrale se produit à la puberté. Si la poussée de la petite enfance porte sur l'équilibre et le mouvement, la poussée de la puberté concerne les émotions et la mémoire. Si vous trouvez qu'être assis à côté de votre fille adolescente, c'est comme être assis au pied d'un volcan émotionnel, vous n'êtes pas loin de la vérité. Si vous avez déjà dit à votre ado « tu te conduis comme un gamin de 2 ans », vous avez encore raison. La dernière zone du cerveau qui se développe ici est celle du cortex préfrontal. C'est la zone que les psychologues appellent le gendarme ou le frein. C'est la partie du cerveau responsable du bon sens et elle est encore en développement. Quand nous leur disons « mets donc un casque quand tu fais du skate » ou « attache ta ceinture », nous nous adressons à une zone du cerveau qui n'a pas achevé son développement. C'est elle, par exemple, qui nous permet de renoncer à une gratification immédiate pour faire face à d'autres priorités. Comment peux-tu envisager de sortir la veille de ton examen de maths ? « C'est bon, papa, répondent-ils. L'examen n'a pas lieu avant demain après-midi. » C'est parce que cette zone de leur cerveau n'a pas fini de se développer qu'il est important de les aider à franchir le cap, de passer du temps avec eux. Ils sont littéralement une œuvre inachevée. Le côté effrayant, comme l'a dit un psychologue, c'est que certains ados n'ont pas de frein avant l'âge de 25 ans. Et il a raison. Pendant cette période de bouleversement émotionnel et physique, ils ont besoin de conseils et de limites. Et nous verrons comment faire dans la session 3. Mais ils ont aussi besoin de s'appuyer sur notre compréhension et nos encouragements, sur notre amour et notre acceptation pendant cette transition vers l'affirmation de leur propre identité. Deuxièmement, tout en comprenant les changements qu'ils traversent, nous devons aussi comprendre les pressions qu'ils subissent. La plus évidente est celle de la société de consommation dans laquelle ils grandissent. Aujourd'hui, les ados sont lourdement ciblés par le marketing parce qu'ils représentent un marché lucratif. Et pour certains ados, il est très important de posséder certaines choses. Elle voulait un portable dernier cri avec toutes les options. Nous avons refusé. Tu es trop jeune, tu n'as pas besoin d'un modèle aussi sophistiqué. Tu as seulement besoin d'un téléphone qui envoie et reçoit des messages, qui prend des photos, rien de plus. Cela l'a rendue plus déterminée encore. Elle a vu le téléphone qu'elle voulait sur une publicité et c'était celui-là qu'il lui fallait. Mais la condition pour l'obtenir était de prendre un forfait. Tu peux raconter la suite? Ce qui s'est passé avec ce téléphone à forfait? Cette conversation ressemblait à « Pourquoi tu dis non? Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas. Je ne prendrai pas ce forfait, Réan. Mais pourquoi? Je ne prendrai pas ce forfait, Réan. Tu dis non par principe, tu es méchant avec moi, tu ne veux pas que j'ai un téléphone et c'est tout. » Et on lui disait « Ça ne marchera pas, Réan. » Et puis tu lui as demandé « Et comment feras-tu alors pour trouver cet argent tous les mois? Comment feras-tu pour payer ce forfait ?» Et elle a rétorqué « Mais c'est toi qui paieras. » Alors Eric a dit « Cette conversation est terminée. » Je t'ai dit, June, dis-lui de se taire. Exact. Ou je vais finir par m'énerver. Oui, je sais reconnaître quand Eric est sur le point d'exploser. Comme il refusait, alors j'ai piqué ma crise. Non, je le veux et je le veux maintenant. Eux, ils savaient bien que c'était un mauvais plan. Mais moi, je suis plutôt têtue et puis je voulais vraiment, vraiment ce téléphone. Pour finir, elle avait dit à une amie à l'école qu'elle voulait un téléphone.
Et la sœur de cette amie voulait revendre le sien. La bonne affaire. En plus, c'était exactement le montant qu'elle pouvait se permettre. En fait, c'est eux qui avaient raison. Mais moi, j'étais vraiment trop triste. C'est comme s'ils cherchaient à me contrarier. Mais non, en vrai, ils voyaient juste à quel point mon plan était idiot et moi pas. Il arrive que l'écart entre ce qu'ils veulent et ce que nous jugeons approprié ne soit pas facile à combler. Une autre pression subie par nos ados est celle de la réussite. On attend d'eux qu'ils obtiennent de bons résultats à l'école tout en affrontant le stress d'un nombre croissant d'examens. Une partie de cette pression vient de nous, les parents. Nous n'en sommes peut-être pas conscients, mais nos ados peuvent penser que nous nourrissons de grandes attentes et qu'ils doivent les satisfaire. Mais la plus grande des pressions est celle exercée par leurs camarades qui atteint des sommets à l'adolescence. On éprouve tous le besoin d'appartenir à un groupe, mais c'est particulièrement le cas des adolescents. Ils sont surtout pressés de se conformer au groupe, que ce soit par leurs vêtements, leur apparence, leur langage ou leur comportement. Vous savez, les ados, ils sont faciles à intimider. Ils font ce qu'on leur dit de faire. C'est très facile de succomber à la pression des autres. Je ne crois pas avoir rencontré une seule personne qui n'ait jamais plié sous la pression de ses potes. C'est sûr que ça t'arrivera, donc tu n'as qu'à l'accepter. Ce qui compte, c'est que ça ne devienne pas la règle. Laisser systématiquement les autres se mêler de la façon dont ils te voient, de diriger ta personnalité et tes actes. En fait, si tu décides assez tôt des choses dans lesquelles tu ne veux pas être embarqué, comme l'alcool, fumer, tout ça, alors ils te laissent tranquille. Mais c'est aussi une impression que tu peux avoir. Tu peux croire qu'il faut faire certaines choses pour t'intégrer, alors que ce n'est pas forcément vrai et que tes amis ne te jugeront pas pour ça. D'ailleurs, si ce sont de vrais amis, ils ne te tourneront pas le dos parce que tu ne vas pas faire des trucs avec eux. Les gens me disent que je devrais lisser mes cheveux parce qu'ils sont très frisés. Tu devrais lisser tes cheveux, tout le monde le fait. Mais moi, je ne veux pas parce que je les aime comme ça. Mais d'autres les aiment bien comme ça aussi, parce qu'ils jouent avec. En fait, moi, je les trouve beaux, avec du volume et tout, et j'ai pas envie de les lisser. De toute façon, je sais bien qui sont mes vrais amis. Donc, j'ai pas de problème avec ça. 14 ans, c'est l'âge où les parents te mettent la honte. Toi, t'essaies d'être cool à cet âge-là. Tu veux t'intégrer et puis ta mère vient te chercher. Oh, à cette époque, on avait une voiture vraiment horrible. Alors, quand les parents se pointaient dans cette vieille caisse, je me disais, ma réputation est foutue. Quand j'avais 12 ans environ, j'avais la trouille et j'étais intimidé par les mecs qui paraissaient cool. Alors du coup, je voulais porter les mêmes fringues qu'eux. J'essayais d'avoir l'air cool, moi aussi. Mais en grandissant, j'ai compris que peu importe les vêtements que tu mets, ta façon d'agir, t'es cool de toute façon, peu importe ce que tu es. Je sais pas vraiment pourquoi certains pensent qu'ils sont cool et d'autres pas. Parce qu'en fait, on est tous cool. Nos enfants subissent une pression énorme. Et nous aussi. Les exigences de la vie moderne et notre inquiétude pour nos ados peuvent peser lourdement sur nous. Nous espérons qu'à travers ce parcours, vous comprendrez que ces sentiments sont normaux et qu'ils sont communs à tous les parents. Aujourd'hui, les drogues sont l'une des plus grandes craintes des parents pour leurs ados. C'est un problème considérable. Je crois que les parents ne perçoivent pas toujours à quel point elles sont accessibles. Les drogues sont partout pour nos jeunes et font partie de leur culture. Élever nos enfants ici, c'est très différent. Parce qu'ils se posent des questions tout le temps et contestent ce qu'on leur dit. Chez nous, nous devions juste accepter ce que nos parents nous disaient sans jamais discuter. C'était très impoli. Si jamais on osait les contredire, wow, alors on avait de gros problèmes. Certains ados nous causent plus de soucis que d'autres. Nous devons refuser les comparaisons inutiles avec d'autres familles qui nous donnent l'impression d'échouer dans notre rôle de parents. Une troisième règle utile pour nous ajuster et gérer la pression consiste à nous souvenir de notre objectif à long terme. Il nous arrive d'être tellement concentrés sur le problème du moment, de ce qui nous a particulièrement énervés ou inquiétés cette semaine-là, qu'il s'agisse du temps passé sur les réseaux sociaux ou de leur désir de se faire tatouer ou percer le nez, que nous oublions de garder une vision d'ensemble. Du coup, on oublie l'importance d'entretenir ou de construire notre relation avec eux.
Je veux profiter de leur présence. Dans quelques années, ils quitteront la maison. Je ne passerai peut-être plus jamais autant de temps avec eux à l'avenir. Je me souviens d'une dame qui disait que les invités qu'elle préférait recevoir à dîner étaient ses enfants. Et c'est à cela que ressemble mon objectif à long terme. Nous espérons que ce parcours vous aidera à éduquer vos ados de telle façon qu'ils aient une bonne image d'eux-mêmes et que vous soyez satisfait de votre relation avec eux. Imaginez que votre fils ou votre fille vient d'avoir 18 ans et quitte la maison pour se débrouiller seul pour la première fois de sa vie. La grande question est, sont-ils prêts? Je garde un souvenir très précis du moment où chacun de nos enfants a terminé ses études, le dernier étant Josh. Tant de pensées me traversaient l'esprit. Je me demandais si nous les avions équipés suffisamment pour la vie. J'avais comme des flashbacks en pensant, leur avons-nous appris à se montrer honnêtes, gentils, respectueux, responsables, maîtres d'eux-mêmes? Surtout par rapport à l'alcool, la drogue et la sexualité. Leur avons-nous assez expliqué comment construire de bonnes relations? Seront-ils capables de se préparer à manger, de faire leur lessive et de payer leurs factures? Quand ce moment arrive, on se demande tous s'ils sont assez mûrs pour affronter les défis et contribuer sainement à la société. Au lieu de nous concentrer uniquement sur les questions pénibles et douloureuses du moment, nous avons dû nous rappeler que nos priorités étaient d'aider nos ados à développer leur caractère et à apprendre des valeurs saines. Il est parfois important pour un parent d'adopter une vision à plus long terme. Quand ils ont 15 ans, les cases sont faciles à cocher. Nous voulons qu'ils rangent leur chambre, ne se droguent pas et fassent leurs devoirs. Mais ça ne suffira pas quand ils auront 35 ans. À cet âge, s'ils ne se droguent pas, que leur chambre est impeccable et qu'ils rendent leur rapport à temps à leur patron, mais qu'ils sont fiers, arrogants et grossiers, sans la moindre considération pour les plus démunis, nous ne pourrons pas nous en réjouir. Le plus fascinant, c'est que ces ados qui nous rendent dingues à 15 ans possèdent justement certaines de ces qualités. C'est vrai, leur chambre ressemble à un champ de bataille, mais ce sont des amis formidables, loyaux et qui se soucient des plus défavorisés. Alors parfois, nous devons dire à ces enfants « Je te félicite, je suis fier de toi » pour qu'ils conservent ces magnifiques valeurs, pour garder à l'esprit pas seulement les ados qu'ils sont, mais les adultes que nous contribuons à façonner. Il est possible que ce soit uniquement à travers les pressions qu'ils affrontent et les choix qu'ils font qu'ils aient la possibilité de gagner en maturité et d'apprendre des leçons et des valeurs difficiles mais essentielles. À présent, nous vous invitons à lire les questions proposées dans le manuel pour vous aider à réfléchir sur votre objectif à long terme en tant que parent.